On a l'impression d'être coupé des gens à cause de ça. Mais en fait, on est près de vous et on est bien content que vous soyez là, si nombreux. Je vais vous demander d'accueillir chaleureusement Julien Fouin, s'il vous plaît. Ah, merci. Euh, Julien Fouin, Julien, on est nombreux à être plein de gratitude pour toutes les bonnes choses qu'on a mangées, qu'on a bu grâce à toi à Paris depuis de longues années. Parce que tu es un bienfaiteur de la restauration parisienne, on peut le dire, avec le groupe Gentil. Vertigo. Mais avant ça, tu étais journaliste et c'est tout ce parcours tu vas nous évoquer parce qu'on va parler de vin nature et de toute ton histoire avec avec le vin nature depuis que tu écrivais jusqu'à maintenant en tant qu'entrepreneur. Tu as un regard très particulier là-dessus. On a posé une question un peu provocante pour cette discussion, le vin nature, une addition salée. On a envie de parler un peu de l'économie du vin nature et un petit peu aussi de comment est-ce qu'il est peut-être parti un peu dans tous les sens et qu'il a peut-être perdu le fil de quelque chose. Bah, écoute, moi c'est vrai que j'ai une histoire particulière avec ce qu'on appelle le vin nature maintenant et qu'on n'appelait pas le vin nature quand j'ai commencé à m'intéresser au vin au milieu des années 90. En fait, moi je suis venu au vin effectivement par l'écriture. En fait, à l'époque, j'étais journaliste dans le domaine de l'écologie, de l'environnement. Et je faisais des reportages sur les pesticides et à l'époque, les statistiques en France d'épandage de pesticides dans les champs, c'était dans la vigne et dans la viticulture qu'on en répandait le plus. Et je me suis aperçu à cette occasion-là qu'il y avait des gens qui arrivaient à travailler sans mettre de pesticides dans la vigne et qu'on appelait ça du vin bio. Donc à l'époque, on n'entendait pas beaucoup parler de vin nature, on entendait parler de vin bio. Ça représentait au milieu des années 90 1% à peu près de la production en France, à peine. Et en fait, en découvrant ces vins, en dégustant, j'étais jeune à l'époque, je buvais pas énormément de vin, mais je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de différent, plus vibratoire, si je peux dire, dans ce type de vin. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Et en creusant le sujet, au début des années 2000, j'ai écrit un guide avec Jean-Christophe Estève, qui était à l'époque le président des cavistes de France, qui a été un des premiers à avoir une cave de vin bio à Paris, qui était un grand spécialiste du Bordeaux et du Bordelais, et qui m'a fait découvrir plus les vins bio. On a écrit un guide des vins bio. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce domaine. Et l'obsession, je dirais, à l'époque des viticulteurs qui essayaient de bien faire, c'était plutôt de mettre le moins d'intrants possible dans le vin, que ça soit à la vigne ou au chai, mais ils n'étaient pas obligatoirement obsédés par le sans-soufre. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu l'évolution. Donc moi, je suis passé du mode journaliste au mode restaurateur. Et en 2008, quand j'ai changé de métier et que j'ai créé Glou, mon premier bar à vin, tout de suite, on a fait une très grosse carte des vins avec une centaine de références, beaucoup de vins au verre et beaucoup de vins bio. Et je me souviens très bien, à l'époque, quand on parlait de vin bio aux clients et qu'on mettait de manière ostensible à la carte vin bio, la plupart des gens, la réaction, c'était « Oh là là, le vin bio, moi je me méfie, bof quoi ». C'était pas véritablement Pas bon. un argument de vente. Et ça a évolué très vite en fait. Ça a évolué très vite parce que très vite, c'est devenu finalement un argument de vente. En 15 ans, on a vu une vraie évolution de consommation dans les mœurs avec des gens qui étaient de plus en plus soucieux de transparence et donc de savoir ce qu'ils avaient dans la bouteille au même titre que l'alimentation. Hein. Oui, et dans l'assiette aussi. Il faut rappeler qu'entre-temps, il y a eu la crise de la vache folle, il y a eu plein de scandales alimentaires qui ont fait que les gens se sont intéressés peut-être un peu plus à ce qu'ils mangeaient et à ce qu'ils buvaient, et donc à se dire, bah tiens, si je m'intéresse à la nourriture bio, pourquoi je ne m'intéresserais pas au vin biologique. Voilà. Et donc, le bio a évolué, et dans toute la frange des viticulteurs, beaucoup se sont dit, bah maintenant qu'on a franchi l'étape de se dire qu'à la vigne on était propre, pourquoi on ne serait pas de plus en plus propre aussi à la vinification et donc se passer de l'ensemble des intrants. Quand je dis l'ensemble des intrants, on se focalise sur le soufre, mais il y a loin d'avoir que le soufre. Les acides sartriques, tous les modificateurs, tous les acidifiants, les levures chimiques, etc., qui sont tous les outils de l'œnologie moderne pour transformer le vin.
Les intrants et même les opérations, enfin je veux dire de faire Les opérations, osmoses, j'aurais tendance à dire que c'est vieux comme le monde, parce que déjà dans les années 50, 60, on chaptalisait beaucoup le vin avait des faibles degrés alcooliques, on rajoutait du sucre dans le vin, dans plein de régions de France, dans le Beaujolais et partout, pour donner du sucre au vin et pour permettre de faire la fermentation. Donc on a toujours modifié le vin d'une certaine manière, mais on a toujours transformé le vin, mais ça n'a jamais été un produit naturel. Le vin naturel, c'est du vinaigre d'une certaine manière. En fait, l'histoire du vinaigre, c'était ça. Quand les bateaux partaient, remontaient les fleuves pour arriver jusqu'à Orléans, à Orléans, le vin se transformait en vinaigre et c'est là où il y avait les vinaigreries à Orléans parce que le vin avait muté et qu'il était naturel et que donc du coup, il y avait de l'acidité volatile. Il y avait tellement d'acidité volatile qu'il n'était plus consommable, donc on faisait du vinaigre. Donc pour la plupart des gens, le vin nature, enfin autrefois, hein, c'était un vin qui était un vinaigre, quoi. Voilà. Il y a eu un tournant. Il y a eu un moment où tout d'un coup, il y a eu les pionniers, enfin, depuis Nicolas Joly, Marcel Lapierre, on va pas faire la liste. Mais alors, dans le vin nature, oui. Dans le vin nature, c'était plutôt Jean-François Nick, enfin d'autres, oui, bien sûr. Mais dans l'origine du vin nature, il y avait d'autres personnes qui sont arrivées, qui ont vraiment eu l'envie d'aller jusqu'au bout du vin sans intrants, qui n'étaient pas obligatoirement les gens qui étaient propres à la vigne comme Nicolas Joly. Ils allaient plus loin, ils allaient vraiment au-delà de ça. Voilà. Mais il y avait une réflexion, il y avait quelque chose dont à peu près personne n'avait rien à faire, on peut le dire. Et puis tout d'un coup, il y a eu un tournant, il y a eu une étincelle. Oui. Est-ce qu'on peut presque la dater? Enfin, je sais pas si on fait. Tu vois, moi, je pense quand est-ce que tout d'un coup ça devient youpi? Ça s'est fait très tôt, hein. Enfin, il y a plein de gens qui se sont toujours intéressés, comme dans la bio, hein. On parle de la bio à partir des années 80-90, mais dès l'après-guerre, en fait, dès qu'il y a eu de la chimie, il y a eu de la bio. Mais Steiner, la biodynamie, c'est ça, on n'a pas inventé ça l'année dernière. Chimique, il y a eu aussi, je dirais, une sorte de contre-pouvoir de gens qui n'ont jamais voulu utiliser la chimie. Bah, dans le vin, c'est pareil, mais disons que le vin, véritablement, à la vigne, sans rien, comme ça a développé, je dirais, dans les années 80, puis années 90, il y a eu tout un tas de mouvements, voilà, je disais Nick ou d'autres, qui ont commencé à faire des vins comme ça. Et eux, leur démarche à l'époque, c'était d'être dans la pureté organoleptique du vin, parce qu'ils s'étaient aperçus qu'un vin qui était avec le moins d'intrants possible pouvait à la fois très bien vieillir, être beaucoup plus net, beaucoup plus vibrant, comme je le disais tout à l'heure, et aussi, il faut le dire, parce que beaucoup faisaient ça pour ça au début, beaucoup plus digeste. Oui. On en reviendra peut-être parce que ça a été un paradoxe après, mais dire le début du vin nature, le but, c'était d'avoir les vins les plus propres possibles, aussi en termes de goût, en termes de digestibilité, en termes de pureté. Au fur et à mesure, j'aurais tendance à dire qu'il y a eu des déviances, parce que le vin nature est devenu un vin de plus en plus déviant. C'est-à-dire qu'on a eu des vins, il y a plein de vignerons qui ont commencé à se faire des vins nature, et là on a vu des défauts apparaître dans le vin avec des brettes, de l'acidité volatile, le fameux goût de souris, de la réduction, alors qu'au début les pionniers du vin nature, au contraire, ils étaient là pour faire un vin le plus net possible et le plus propre possible. Bon, on va revenir là-dessus, mais toi quand tu commences avec Glou et puis le groupe se construit, hein, aujourd'hui combien de restaurants ? Aujourd'hui, on a 6 restaurants à Paris, enfin on a 8 restaurants aujourd'hui. Ouais. Avec, chez Bon Vivant, il y a une cave de vin, donc il y a un rapport au on a toujours, vin, oui, notre ADN a toujours été le vin dans tous nos restaurants. Ouais. Et d'avoir été la précurseur, d'avoir vu ça arriver, est-ce que ça a été facile pour toi et pour tout le groupe de sentir qu'à un moment donné, il fallait aussi un petit peu commencer à se méfier, un petit peu tourner? Quand est-ce que toi, tu as commencé à te dire faut qu'on fasse gaffe là? Moi, je ne me considère pas comme précurseur dans le domaine du vin nature à Paris. Il y a eu des précurseurs bien avant, il y a eu le baratin, il y a plein de gens qui se sont installés et qui ont déjà fait ça. Moi, je suis arrivé... je dirais que c'était déjà un mouvement engagé. Allez, deuxième génération. Mais on est arrivé dans une vague qui effectivement était très porteuse. Moi, comme je le disais tout à l'heure, au début, j'avais des clients qui étaient plutôt réfractaires au vin qu'on n'appelait pas nature, mais qu'on appelait bio. Et finalement, après, on a eu toute une vague d'une jeune génération qui est arrivée, et même chez les vignerons. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'entre-temps, la vigne s'est énormément développée. On est passé de 1% de la viticulture à 8% de la viticulture. Et je dirais que presque tous les sommeliers et tous les restaurants et même les journalistes, parce qu'à l'époque, dans les années... moi, quand j'ai sorti mon guide des vins bio en 2000, je me souviens de l'article de la RVF où je m'étais fait défoncer par la RVF en disant le vin bio, quasiment, ça n'existe pas. Le guide vert ne voulait pas entendre parler des vins bio. Aujourd'hui, tout le monde parle de vin bio partout pour être, je dirais, le préalable à un bon vin, quoi. Voilà, oui. Presque. Enfin, je dirais... de ne pas utiliser de produits chimiques en tous les cas. Mais Gérard Bertrand fait du vin nature. Donc voilà, mais l'évolution du vin nature
a fait qu'on a eu un mouvement très très fort où on est passé de j'en veux pas à au contraire c'est un argument de vente. Et c'est devenu un argument de vente à tel point que je pense que pour beaucoup de vignerons qui s'installaient, soit des néo-vignerons, soit des gens qui reprenaient le domaine des parents, et on en a vu plein dans toutes les régions de France, on a vu beaucoup de jeunes reprendre les domaines des parents ou de gens venir s'installer, ils étaient tous en bio et tous essayaient de faire le vin avec le moins d'intrants possible. Tous. Je veux dire, aujourd'hui, je crois que ça ne viendrait pas à l'idée d'un vigneron qui s'installe ou qui reprend un domaine de dire voilà, moi je vais aller désherber chimiquement, je vais aller mettre le plus de produits possible dans mon vin. Non. Mais cette déviance, enfin, ce courant a fait qu'à un moment, on est allé, à mon sens, un peu trop loin. C'est-à-dire qu'on a eu une phase où beaucoup de gens de la profession, y compris des restaurateurs, mettaient à leur carte des vins nature qui étaient des vins déviants. Et même dans certains endroits, une majorité de vins déviants. Quand je dis déviants, je m'explique, c'est-à-dire que grosso modo, le vin, on n'était plus capable de reconnaître le terroir, le cépage, l'origine, parce que ce qui dominait, c'était peut-être certains défauts du vin, qui justement, comme il n'avait plus la protection du soufre, ou qu'il n'avait plus aucune protection, et que c'est quand même très compliqué, on pourrait revenir, mais de faire un vin nature, on avait des brettes, on avait de l'acidité volatile, on avait beaucoup de défauts dans le vin, et les gens considéraient, et pour beaucoup de jeunes qui venaient découvrir le vin, que le vin c'était ça. Boire un vin avec de la souris ou boire un serpillière, c'était ça le vin nature. Alors c'est pas du tout ça le vin nature. Il y a des gens qui sont arrivés au vin, des gens jeunes qui sont arrivés au vin par ça et dont le palais s'est éduqué sur ces codes-là aussi. Et je pense qu'on est allé trop loin dans ce sens-là, et je pense, puisque le thème de la conférence c'est de dire est-ce que c'est rentable ou pas d'avoir une carte vin nature, je pense que ça a fait du mal. On est allé trop loin et je pense que ça a fait du mal à beaucoup de vignerons et à beaucoup de bars à vin nature parce qu'il y a beaucoup de clients qui disaient moi j'aime pas ça. Moi dans mes restaurants j'ai beaucoup de gens qui me disaient si vous me servez un vin nature j'en veux pas. Oui, on a associé ça à des types de goûts alors qu'en fait c'est un procédé, on est bien d'accord. Exactement, aujourd'hui il y a beaucoup de vignerons qui font des vins nature et qui travaillent de manière très propre et qui n'ont aucun défaut dans leur vin. Mais pour beaucoup qui je dirais avaient des défauts ou sont allés trop loin parce que j'ai vu beaucoup de vignerons partir en bio, aller en nature et faire des moins bons vins en nature qu'ils ne faisaient en bio, sous prétexte d'être un petit peu, peut-être quelquefois un peu trop militant ou un peu trop extrémiste, parce que je pense que mettre 1 gramme de soufre à la mise, c'est pas non plus dramatique, quoi. Voilà. Il y a des grands noms du vin dont il y a des années, il y a certains grands vignerons qu'on n'a même pas envie de boire sur certains millésimes à cause de ça. Il y a même des anciens qui se sont un petit peu perdus. Je ne vais pas dénoncer ci et ça, mais... Non, mais oui, on peut en parler librement. René Mosse a eu un moment où on s'est dit qu'est-ce qui se passe. Oui, je pense qu'il y a des domaines où ils ont voulu aller très loin. Ils se sont aperçus que c'était quand même très difficile techniquement et que quand ils se sont aperçus que commercialement ils ne vendaient pas les vins, ils sont revenus un peu en arrière. Parce que c'est aussi commercialement. On parle de la France, on parle peut-être un peu de Paris, mais le vin, c'est le monde entier. C'est-à-dire qu'un vigneron aujourd'hui qui a 7, 8, 9 hectares, il ne vend pas 100% de son vin en France. Il vend à l'export, il ne vend pas que dans le CHR. Voilà, il vend aussi en direct quelquefois. Et donc, nous, on avait peut-être un prisme, mais peut-être que d'autres pays ne l'avaient pas. C'est-à-dire que peut-être que quand ils exportaient aux États-Unis, que quand ils exportaient au Japon, que quand ils exportaient dans des pays d'Asie du Sud-Est, le vin passait pas et les importateurs calmaient ou les gens calmaient et disaient attends, ton vin là, non, on ne pourra pas le prendre. Et donc, beaucoup sont revenus en arrière. Aujourd'hui, là, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je lisais un article dans Vitisphère la semaine dernière. Il y a beaucoup de vignerons nature qui ont beaucoup de vin à vendre. Beaucoup de vin à vendre. Ils ont des stocks, ils n'arrivent pas à écouler. Beaucoup de stocks, malgré les années difficiles, parce que les aléas climatiques font qu'il y a les problèmes de stress, de sécheresse, de grêle, de gel de plus en plus tard, de plus en plus de gel parce que le débourrage fait que c'est précoce maintenant et que les gens ont du mal. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de stocks et quand vous interrogez pas mal de vignerons, nous on travaille avec beaucoup de vignerons en nature, il y a du stock, il y a une accumulation quand même qui fait que aujourd'hui l'argument nature ne suffit plus, quoi. Je veux bien revenir sur la difficulté qu'il y a à faire du vin nature. Tu l'évoquais. On a l'impression qu'on ne va pas faire grand-chose, donc c'est plus facile. En fait, c'est très compliqué de faire un bon vin nature. On prend beaucoup plus de risques, il y a beaucoup plus de dangers. Est-ce que c'est pas aussi là-dedans que les vignerons se sont perdus? Je veux dire, dans le sens, ils ont oublié qu'ils se mettaient face à un défi tellement grand que ça valait peut-être pas la chandelle, en fait.
Bah, en fait, oui, le risque peut être important parce que à partir du moment où tu mets aucun conservateur, parce qu'on parle de soufre la plupart du temps et que c'est un conservateur, bah, tu prends le risque d'avoir la plupart de ta production qui peut avoir des défauts. Donc c'est un risque énorme. Je pense que tu as des vignerons qui, moi j'en connais, il y a peut-être des professionnels qui en connaissent, je connais beaucoup de vignerons qui une année font du vin nature et une année ils n'en font pas. C'est-à-dire qu'une année, ils se permettent sur certaines cuvées parce qu'ils se disent là, je veux pouvoir, toutes les conditions en termes d'hygiène déjà sont réunies. Ma vendange, elle était parfaite. J'ai eu aucun défaut à la vigne. Il faisait super beau. On a pu récolter dans des conditions extraordinaires. Donc là, je vais pouvoir me permettre. Et puis il y a des années où ils disent bah non, là on a eu de la flotte, on a eu du mildiou, on a récolté dans des super mauvaises conditions, on a récolté la vendange sous la flotte. Donc là il va falloir que je mette un tout petit peu de soufre pour pouvoir protéger mes vins. Ce qui n'est pas non plus une maladie. Enfin, je veux dire, le travail d'un viticulteur. C'est pour ça que moi je fais vraiment la distinction entre, on parle de vin nature, mais je fais vraiment la distinction entre ce que c'est qu'un vin nature et un vin bio. Et en fait déjà à la base, un vin bio ou en biodynamie, il faut savoir que d'un point de vue commercial aujourd'hui, ce qui a énormément évolué, et il y a une étude récente qui est sortie, c'est qu'aujourd'hui chez les jeunes consommateurs, il y a un consommateur sur deux dans la jeune génération qui regarde s'il y a un label et qui regarde s'il y a un label bio. Donc aujourd'hui, le label bio qui, quand je le disais il y a 15 ans, n'était pas du tout rentré dans les mœurs, même on s'en méfiait, aujourd'hui il est rentré dans les mœurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un argument quand même d'une certaine qualité dans l'esprit des gens, même si ce n'est pas un label qualitatif. C'est un label où on se dit waouh, là les mecs ils font attention, ils mettent pas de produits désherbants chimiques, ils mettent pas de produits de synthèse, c'est une certaine conscience quoi. Et déjà ça c'est une première étape. Et après ceux qui veulent avoir le label vin méthode nature comme il existe aujourd'hui, c'est une étape supplémentaire. Mais tout le monde ne pourra pas se le permettre. Je veux dire, c'est plus facile de faire du vin nature dans le sud de la France que de faire du vin nature dans le nord où les conditions climatiques ne sont pas les mêmes, quoi. D'ailleurs, historiquement, on a toujours eu beaucoup plus de vignes bio dans le sud parce qu'il y a moins de pression que, enfin, je dirais au niveau des... Il y a moins de maladies qui arrivent, etc., que dans le nord. Est-ce que tu dirais, du coup, que là, aujourd'hui, oui, c'est un argument de vente d'avoir des vins bio à sa carte dans un restaurant, c'est même presque une obligation, alors que le nature, il ne va pas forcément faire une différence, voire il va bloquer. Moi, je sais que quand j'en vends dans mes restaurants, les gens sont très sensibles aujourd'hui au fait qu'on soit en bio ou en biodynamie, mais c'est presque devenu un préalable, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, tous les gens qui s'intéressent au vin et qui ont des bonnes cartes, pratiquement tous les vignerons avec qui ils travaillent, c'est des gens, même s'ils n'ont pas obligatoirement le label, parce que tous ne le veulent pas, mais pour d'autres raisons, mais quelquefois ils veulent être libres de pouvoir intervenir ou de se dire que c'est pas obligatoirement pour eux un gage de qualité d'avoir un label. Bon, ça on pourrait y revenir, mais en tous les cas, je pense que c'est presque devenu un préalable à la qualité aujourd'hui de travailler sans intrants chimiques. On sait comment fonctionne la vigne maintenant, on a l'habitude, on sait que si on met des produits chimiques sur la vigne, ça tue les levures. Les levures, c'est ce qui permet de faire la fermentation alcoolique ou de faire la première fermentation, c'est ce qui transforme le sucre en alcool. Donc déjà, si on se coupe des levures indigènes du raisin, bah, on met des levures chimiques. Donc obligatoirement, une levure chimique, elle donne un certain goût. Bon, ça, c'est un petit détail. On sait aussi que la vigne est une liane, donc elle va chercher profondément dans le sol et que si on met beaucoup de produits chimiques, ça dérègle quand même énormément de choses. Donc tout ça, c'est des phénomènes qu'on a réellement étudiés. Il y a eu... maintenant, depuis 20-25 ans, on a fait d'énormes progrès, notamment grâce au travail des bourguignons sur le sol. On a fait d'énormes progrès pour savoir comment fonctionne un sol, comment fonctionne la vie microbiologique, comment fonctionne la vigne. Alors, on a encore plein de progrès à faire, hein, mais on sait qu'aujourd'hui, les produits de synthèse sont néfastes. Est-ce que c'est des conversations que tu as parfois avec des vignerons ou avec des agents, directement sur ça, de leur dire... vous êtes allé trop loin, on prenez vos vins, on n'en veut plus, ou vous faites n'importe quoi. Est-ce que ça t'est arrivé de discuter avec eux de ça? Peut-être pas aussi brutalement, mais en tout cas d'avoir... C'est un sujet difficile parce qu'un vigneron qui donne tout pour faire le vin le mieux possible, alors c'est intéressant parce qu'il y a une forme de déni. Je connais beaucoup de vignerons qui ont presque leur palais ou leur nez qui a dévié au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient des défauts dans leur vin, mais c'est presque comme s'ils ne le voyaient plus, quoi. Et oui, moi j'aborde le sujet de temps en temps, mais c'est compliqué parce que dans un vin nature, c'est pas toujours immédiat. C'est-à-dire qu'il nous arrive d'ouvrir une bouteille, la bouteille est nickel au moment où on l'ouvre et une heure après, elle est plus buvable. Nous, quand on travaille un vin au verre, par exemple, on ouvre une bouteille. Moi, je veux que le vin il tienne plus d'une heure, quoi. Ne serait-ce que le temps que les gens aient fini leur vin à table. Et quelquefois, on a des vins qui tiennent pas du tout l'oxygénation.
Et ça, c'est un vrai problème. Et ça n'empêche pas que le vigneron a essayé de faire le meilleur travail possible. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que c'est super de vouloir faire des vins nature, mais c'est extrêmement complexe. C'est dur, il faut être extrêmement rigoureux sur l'hygiène. Et moi, je préfère, à titre personnel, alors avoir, comme je le disais, un tout petit peu de soufre et boire quelque chose qui est stable, quelque chose qui est instable. Maintenant, je reconnais que chez certains vignerons qui arrivent à faire des vins vraiment sans soufre, qui sont vraiment parfaits, et ben ça donne un plaisir incommensurable parce qu'un vin nature bien fait, il y a ce côté vibratoire, éclatant, pur. Il y a même certains vignerons qui s'amusent sur les mêmes parcelles à faire des vins en nature et pas en nature pour pouvoir faire des comparaisons. Et on voit qu'il y a une vraie différence. C'était... voilà, il y a pas mal, il y a des vignerons qui font ça. Voilà, dans le Beaujolais, Mâconnais, il y a les Brettes qui sont mis à faire leur cuvée zen, par exemple, en disant moi je fais une cuvée sans soufre et je fais la même cuvée avec soufre. On voit quand on goûte les mêmes millésimes, les mêmes parcelles, que le vin n'est pas le même, quoi. De façon générale, ça a quand même amené à une prise de conscience, à une amélioration. Enfin, je veux dire, ok, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a eu un mieux du vin. Ah oui, bien sûr. Moi, je considère qu'il y a eu un mieux. C'est normal, ces soubresauts de l'histoire, j'aurais tendance à dire. C'est normal de vouloir aller le plus loin possible, après de pouvoir peut-être faire un peu marche arrière. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des vignerons, ils sont allés très très loin, puis à un moment, ils se disent c'est pas si simple. Mais incontestablement, moi, depuis que je m'intéresse au vin bio nature, maintenant presque une trentaine d'années, je vois une évolution extraordinaire. Et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, je pense qu'un vigneron qui s'installe, automatiquement, il va dire qu'il va faire un travail le plus propre possible. Et d'ailleurs, ce qui va changer, c'est la loi qui va arriver bientôt, où on va pouvoir marquer ce qu'il y a sur les étiquettes. Et ça va bouger les choses. Quand les mecs en traditionnel, ils vont avoir une liste avec 50 ingrédients derrière, ou avec un flashcode où les gens ils vont voir ce qu'il y a à l'intérieur du vin, je peux vous dire que ça va faire mal. Parce que le consommateur, il va dire waouh, mais c'est ça que je... Là, on parle entre gens un peu initiés. Mais on va se parler franchement. Encore, la plupart des gens consomment du vin en supermarché avec une moyenne de prix à 3 € la bouteille. Ils ne boivent pas du vin bio. Hein. Mais quand ces gens-là vont s'apercevoir de ce qui se passe, ça va leur faire drôle quand même. Ça va changer quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est bizarre parce que tout le monde a appris maintenant à regarder quand il achète un paquet de gâteaux, savoir si c'est bon pour la santé, pour le machin. Personne ne se pose la question sur... Pour moi, il y avait vraiment un trou dans la raquette dans la loi. Oui. Parce que ça fait des années, maintenant on a même les Nutri-Score, on a tous ces trucs-là, ça fait des années qu'on essaye de dire, on prend par la main le consommateur pour se renseigner d'un point de vue nutritionnel de ce qu'est un produit alimentaire, mais dans le vin, il n'y avait rien. C'est aberrant. Je veux dire, vous l'avez sur des boissons, sur les sodas, sur où les on vous dit Coca, voilà, et tout, et vous ne l'avez pas sur le vin. Donc je trouve ça plutôt positif, moi. Tu parles du vin à 3 € au supermarché, alors puisque c'est aussi un petit peu c'était un petit peu le sujet de cette conversation, le prix. Les prix des vins qui peuvent aller très loin, ils ont souvent été liés, par exemple, beaucoup au vieillissement, à l'idée de millésime, à l'idée d'élevage du vin aussi, de tout un tas de concepts qui sont un petit peu absents du vin nature. C'est rarement des vins de garde, c'est rarement des vins qu'on va boire dans 15 ans. C'est pas la majorité. Du coup, tout d'un coup, on ouvre un nouveau pan de Moi, ce je dirais presque l'inverse. Ok, bon. Non, mais alors, enlevons ça, mais... non, mais je dis ça parce que... Quel prix on donne, en fait? On a beaucoup d'idées reçues sur la garde d'un vin. Aujourd'hui, on va dire... allez, je vais prendre un exemple. On va prendre un Chambertin Grand Cru. On va prendre un Grand Bourgogne, on va dire oh là là, ou un Grand Bordeaux, on va dire oh, c'est un vin de garde. Il y a des Chambertin Grand Cru, ils sont morts quand ils sont mis dans la bouteille. Parce que les mecs, ils ont désherbé, encore en Bourgogne aujourd'hui, hein, ils ont désherbé chimiquement les vignes, tout est pourri, le vin il est mort. Il est mort. Ils le mettent dans la bouteille, le vin est mort. Donc vous pouvez le garder 20 ans, il sera mort dans 20 ans. Il n'y a rien. Et nous, on travaille avec des vignerons du Beaujolais, qui font des Beaujolais nouveaux, qui n'est pas la meilleure image. Moi, j'ai goûté des Beaujolais nouveaux, hein, qui ont 20 ans, extraordinaire. Une garde incroyable, voilà, à 20 ans, un Beaujolais nouveau. Donc, je pense que, en fait, un vin justement nature ou bien fait, bio, voilà, avec le moins d'intrants possible, au contraire, il est vivant et il peut vachement évoluer. C'est une des grosses difficultés d'ailleurs que nous, on a en tant que restaurateur, c'est que un vigneron ou un agent va venir me faire goûter un jour où c'est un jour anticyclonique, il fait beau, le vin va super bien goûter. Puis moi, je vais l'ouvrir à un client. 1 mois et demi plus tard, il fera un temps dégueulasse, il va pleuvoir, le vin, il ne sera pas du tout le même. Il va évoluer. On parlait tout à l'heure des défauts. J'ai même eu des vins, quelquefois, qui avaient de la réduction à l'ouverture. On les attendait, elles passaient.
Oui. Et ça m'est même arrivé avec oui. Donc, je veux dire, il y a aussi des défauts qui partent. Donc, la particularité du vin nature aussi et du vin bio, c'est qu'il est vivant. Alors que, pour moi, il peut se bonifier et se garder beaucoup plus qu'un vin qui est mort parce que chimiquement, il est mort. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. La deuxième sur le prix. Alors, j'ai jamais trouvé que, et pourtant il y a un impact énorme, j'ai jamais trouvé que les gens qui travaillaient en bio ou en nature, qui généralement ont beaucoup plus de travail que ceux qui désherbent chimiquement et tout ça, et qui font un vrai travail à la vigne, faisaient peser sur le consommateur le prix du travail qu'ils avaient réellement. Aujourd'hui, il y a plein de vignerons qui sont dans des grandes appellations en Sancerre. Ils sont en Sancerre en biodynamie ou ils sont en Sancerre en tradi. Tu prends les deux bouteilles, le prix est quasiment le même. Alors que le mec qui va travailler en biodynamie, qui va faire ses vendanges manuelles, qui va vraiment s'emmerder à avoir 40 gus pour faire son vin, alors que l'autre qui va limite vendanger à la machine et tout, et qui aura peut-être 1 euro de différence, c'est sans commune mesure. Donc peut-être qu'il y a eu des abus un peu sur certains prix, mais je veux dire, j'ai jamais considéré, contrairement à l'alimentation, que le vin dit bio était vraiment plus cher qu'un vin traditionnel. Tout à l'heure, on était ici avec Jean-Baptiste Klein, le sommelier du Chambard en Alsace, chez Olivier Nasty. 2 étoiles, hôtel 5 étoiles. Bon, c'est pas la clientèle du faubourg Saint-Martin, on va dire, en gros. Il nous a fait goûter une macération de Vincent Grosse, qui est un vigneron nature. Donc en plus, un vin en macération, enfin tout un tas de trucs. Et il n'a cessé de nous rappeler, en filigrane de ce qu'il disait, il y avait ces natures, mais je ne dis pas qu'il était, évidemment, il a plein de vins de nature, etc. Mais j'avais le sentiment que lui, il n'est pas à Paris, et par rapport à sa clientèle, s'il pousse trop que c'est du nature, les gens vont s'enfuir, les gens vont avoir peur. Il a besoin de leur amener le nature en leur disant c'est normal, c'est un vin que vous allez pouvoir boire. Est-ce que tu as le sentiment qu'à Paris, on est dans le truc inverse? On est devenu dans cette mode dont tu parlais, que si c'est pas barré, on n'en veut pas? Je pense qu'on est allé trop loin. Je pense qu'il y a beaucoup de bistrots et de restaurants à Paris qui, à un moment, avaient, sans référence de vin à leur carte, ils avaient 90 vins déviants sur 100, quoi. Donc les gens avaient le palais formaté à boire du nature qui n'était pas bon, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on en revient parce que je parlais des pionniers tout à l'heure. Voilà, je pense à Pinuche au Baratin par exemple. Lui, il a toujours été nature, mais il n'a jamais été défaut, quoi. Alors que pourtant, ça a été un des pionniers. Et il y en a plein comme ça qui ont été précurseurs en disant on est quelquefois allé trop loin. Les pionniers, là, je pense à quelqu'un qui est très connu dans le monde du vin dit nature. Je pense à Pifferling, par exemple, avec ses vins à Tavel. Lui, quand il a appris le vin, l'idée n'est pas de faire des vins du tout déviants, c'était de faire des vins dont je parlais, dans la pureté, dans l'intelligence, dans le respect au contraire, vraiment dans le respect de ce qu'était son terroir, pour redonner l'identité d'un terroir. L'origine du vin nature, à la base, c'était redonner l'identité d'un terroir, une carte géographique. Après, on est passé presque à l'extrême inverse où tout était gommé parce que tous les vins se ressemblaient. Pour faire une caricature, c'est un peu comme quand on a commencé à faire des macérations carboniques dans toutes les régions et on goûtait des macérations carboniques et qu'on goûte une macération carbonique en Beaujolais ou dans le sud et tout, on disait ouais, c'est une macération carbonique. Bon, voilà, il y avait ce goût fruits, croquant, machin et tout. C'était un peu pareil pour le vin nature. Mais honnêtement, je pense que ça fait partie des évolutions naturelles d'une transition d'une agriculture. Il faut du temps. Là, on parle de 20 ans, c'est rien en fait. C'est ça, tout a changé en un que dalle. Donc, d'œil. moi, je pense que c'est positif tout ce qui se passe, mais qu'il faut quand même avoir en tête que même les gens qui n'y connaissent rien au vin, parce que là, on parle en tant qu'amateur, mais il y a plein de gens moi, il y a plein de mes clients, ils n'y connaissent rien au vin. Ils arrivent, ils boivent, ils disent j'aime ou j'aime pas, quoi. Voilà. Ils disent même pas c'est bon ou pas bon. Ils disent j'aime pas. Donc en fait, j'aurais tendance à dire que ce qui est important, c'est quand les gens boivent le vin, ils prennent plaisir ou pas à le boire. Et à partir du moment où les gens ils mettent le nez dedans et qu'ils disent ah, mais c'est quoi ce goût de ferme? Ou c'est quoi ce goût de serpillière? Ou c'est quoi ce goût pourri? Parce que c'était ça souvent. Là, il y a quand même un problème parce que les gens ils savent pas comment c'est fait le vin, c'est nature, pas nature. Ils trouvent juste que c'est pas bon. C'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est tout. C'est de savoir si on arrive à le vendre ou pas. Et après, qu'il y ait des gens qui disent mais non, tu connais rien, parce que souvent c'est ce qui arrivait, on dit mais non, mais vous connaissez pas, vous savez pas ce que c'est du vin nature. Bah ouais, mais c'est pas parce que c'est du vin nature que les gens ont le droit de boire un truc qui sentent que c'est pas bon, quoi. Mais alors, bon, finalement, quand on est restaurateur,
on doit suivre ça, suivre la demande des gens. Quand c'est l'effet de mode, le suivre. On doit aussi être un peu prescripteur. On doit quand même aussi un petit peu leur expliquer, leur dire, bah nous, il y a des valeurs, on s'y tient. Il faut trouver cet équilibre entre les deux. Ah oui, oui, bien sûr, mais il faut le trouver. Il faut même être. Moi, je pense qu'on est exactement prescripteur. Moi, en tant que chef d'entreprise et restaurateur, je nourris des centaines, avec tous les restaurants qu'on a, on nourrit des centaines de milliers de gens par an. J'ai un rôle à jouer politique. Au même titre que je considère que quand je vais acheter, faire mes courses tous les jours, c'est mieux qu'une carte d'électeur. C'est un acte politique parce que de la manière dont j'achète, de la manière dont je me nourris, je peux avoir un acte décisif tous les jours sur la pollution, les déchets, l'eau, les ressources, les changements climatiques. Juste en achetant, bah c'est pareil moi en tant que chef d'entreprise, ce que je donne à manger à mes clients tous les jours, c'est un acte militant politique. Donc on doit être prescripteur, on doit expliquer, on doit décortiquer, mais on ne doit pas être donneur de leçons. Je ne peux pas commencer à dire aux personnes, bah t'aimes pas, bois-le quoi. C'est comme si je disais, c'est comme si je ratais ma recette au mon plat, je dis c'est pas grave, tu finis ton assiette. Ah non, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? On a le droit à l'erreur. En tant que restaurateur, c'est difficile d'être constant tout le temps. Notre métier, il est très difficile. Il faut toujours être constant pour tous les clients qu'on reçoit tous les jours, midi et soir, toute l'année. C'est pas facile. Pour le vin, c'est pareil. Un vigneron, il a le droit à l'erreur. Tu vois ce que je veux dire? Il travaille avec les intempéries, la nature, les changements. Il faut se mettre dans la peau de ce que c'est qu'un vigneron. Moi, chaque année, j'essaye d'aller un peu faire de temps en temps des vendanges, aller voir des copains, aller à la vigne et tout. On oublie toujours comme c'est dur ce métier. Et en plus, c'est de plus en plus dur parce qu'ils sont soumis de plus en plus à des aléas climatiques très forts qui fait qu'ils peuvent perdre 1 an de travail en l'espace d'une nuit parce qu'ils ont eu la grêle, parce qu'ils ont eu le gel et tout. Il faut se mettre dans leur peau que voilà, les mecs qui essayent de travailler le mieux possible, bah, c'est de temps en temps prendre des risques. Et ils prennent des risques. Et donc, prendre des risques, ça veut dire que de temps en temps, accepter qu'il puisse y avoir quelques problèmes dans le vin. Mais c'est pour ça que moi, je préfère que de temps en temps, ils analysent, ils disent bah, cette année c'est 1 gramme, plutôt que de dire ah bah non moi je veux rien faire parce que de toute façon voilà, c'est pas diabolique quoi. Les gens qui mangent de la charcuterie, ils ont aussi du soufre ou des nitrites de temps en temps, c'est le dosage qui compte. Il faut qu'on développe une intelligence du vin nature. En tout cas, on va boire politique, on va continuer à boire politique dans tous les restaurants de Vertigo. On va pas en faire la liste parce que... Non. Mais on n'est pas là pour faire de la pub. Bah, c'est pas de la pub, on y est tout le temps ensemble. Enfin, avec les gens d'Omnivore. Comme tu sais, Bon Vivant était notre QG avant. Un grand merci d'être venu. Cette conversation a pu durer encore... très longtemps. Ah bah oui, c'est un sujet vaste. C'est passionnant. Tu éclaires toujours les choses de façon extrêmement intelligente et brillante. Donc merci à toi, Julien. Je vous demande d'applaudir Julien Fouin, s'il vous plaît. Buvons politique. On se retrouve dans 5 minutes avec Didier Van Den Broek et toute sa clique. Et ils vont faire des cocktails. Ils viennent d'Anvers. Ils sont magnifiques, ils sont magiques. À tout à l'heure.